Jusqu'à 10h30, le buzz du jour, Jean-Marc Morandini. Et ce matin, nous allons parler des maisons de retraite. Près d'une maison de retraite sur deux tromperait ses clients en fournissant une mauvaise information sur les prix ou en usant de pratiques commerciales trompeuses. C'est ce que révèle une enquête menée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Cependant, on constate une certaine amélioration, va-t-on dire, des pratiques dans ce secteur. Pourtant, la France est en plein papy-boom et compte désormais 15 millions de grands-parents et de personnes âgées. Un constat qui suscite de nombreuses réactions depuis sa parution, entre consternation et inquiétude. Alors qu'en pensez-vous? Êtes-vous satisfait des maisons de retraite? Comment jugez-vous leur service? Ou au contraire, avez-vous fait de mauvaises expériences avec ce genre d'établissement? Êtes-vous inquiet pour l'un de vos proches vivant dans une maison de retraite? Que pensez-vous également des tarifs qui sont pratiqués dans ces maisons de retraite? On vous attend au standard d'Europe 1, 3921, et vous êtes déjà très nombreux à nous appeler. Avec nous, pour en parler, Pascal Chanvert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Et puis Joëlle Legal, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la Fédération nationale des associations de personnes âgées et de leurs familles. Pascal Chanvert, d'abord, quand on lit cette enquête de la Direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes, on est inquiet. On a raison d'être inquiet. Je comprends que les Français soient inquiets, je comprends que les journalistes soient inquiets. Je veux dire ici que la tromperie, elle vient du ministère de l'économie et des finances, elle vient de la direction de la concurrence. La tromperie, c'est le rapport. La tromperie, c'est la façon dont le ministère a présenté le rapport en donnant des informations tronquées à la presse et donc en trompant les Français. Et c'est la raison pour laquelle, je vous l'annonce, nous allons porter plainte contre le ministère de l'économie et des finances parce que bien entendu qu'il est impossible que dans une profession, 50% des professionnels soient des escrocs. C'est évidemment impossible. Comment imaginer dans quelque profession que ce soit qu'il y ait 50% d'escrocs? Moi, on parle pas d'escrocs, on dit que vous donnez des informations trompeuses. Non. Moi, j'ai des incomplètes. articles de presse qui disent 50% d'escrocs parce que sur la base de ce qu'a dit le ministère, je comprends que la presse ait dit ça. C'est la raison pour laquelle nous allons porter plainte non pas contre les médias, mais contre le ministère, car l'information du ministère, elle était tronquée. Vous savez, moi, quand on me dit tous pourris, les journalistes, les politiques, les magistrats, je n'y crois pas. Je me dis que quand on me dit que toute une profession ce sont des pourris, ça veut dire qu'on a des arrière-pensées. Moi, je ne crois pas que dans une démocratie, toute une profession ou la moitié d'une profession puisse être pourrie. Donc vous refusez cette idée que 48% des maisons de retraite trompent leurs clients, fournissant de mauvaises informations sur les prix ou sur les pratiques commerciales. Mais bien entendu, nous le contestons, bien entendu, nous le dénonçons, et au fond, ce n'est pas la réalité de cette enquête. Cette enquête, si elle portait sur la moitié des établissements, on pourrait l'entendre. Cette enquête porte sur une toute petite partie d'établissements qui ont des conditions économiques tout à fait spécifiques, sans rentrer dans les détails. C'est les établissements non habilités à l'aide sociale, c'est moins de 20% de la profession. Ça veut dire que sur ces 20% de la profession, s'il y avait une moitié qui aurait des pratiques curieuses, ça ne ferait déjà plus que 10% de la profession. Alors, et en fait, et attendez, je finis parce que c'est extrêmement important, après j'écouterai les auditeurs et Joëlle Legal et vous, mais ce qui est très important d'avoir en tête, c'est que s'il y avait la moitié de ces 20% qui avaient des pratiques douteuses, ça ne ferait déjà plus que 10%. Mais en fait, ce qu'on voit dans l'étude, et ça c'est pas comme ça que l'a présenté le ministère, mais maintenant ils nous ont envoyé l'étude, parce qu'on a tellement fait de barouf pour l'avoir qu'ils ont été obligés de nous l'envoyer. Mais ils nous l'ont envoyé qu'hier, pas lundi matin, quand ils ont fait fuiter ça dans la presse. Eh bien, on se rend compte qu'en fait, l'immense majorité de ce qu'ils dénoncent, ce sont des infractions tout à fait mineures. Il reste 25%, disent-ils, d'infractions où il y a tromperie, 25% de 20%, ça fait plus que moins de 5%. Ça veut dire donc, je finis et c'est court, moins de 5% d'infractions possibles. Le nombre d'infractions relevées, c'est 70 sur 10 000 établissements. Ça fait 0,007%. On a compris. Je crois qu'on a bien compris. On comprend votre colère également et on comprend cette annonce que vous nous faites ce matin, que vous allez attaquer en justice le ministère pour tromperie, avec l'utilisation de ce sondage. Joëlle Legal, est-ce que pour vous, qui êtes président de la Fédération nationale des associations de personnes âgées et de leurs familles, est-ce que ce que dit Pascal Chanvert est crédible? Alors moi je voudrais remettre un petit peu les choses dans l'ordre. D'abord, ce que dit Pascal Chanvert est vrai, les établissements qui sont concernés sont des établissements qui ne sont pas habilités à l'aide sociale. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que majoritairement, ce sont des établissements qui rentrent dans le registre d'établissements marchands, d'établissements
que l'on dit à but lucratif, c'est un vilain mot, alors on nous dit faut dire établissement marchand. Ça ne touche pas dans ce rapport les établissements publics, associatifs, à but non lucratif. Je voudrais, après avoir dit ça, revenir sur plusieurs points. La FNAPAEF a été à l'origine, certainement, de cette enquête, puisque nous avons dénoncé plusieurs faits qui nous étaient rapportés par les familles. Des ruptures de contrat de séjour, non-respect de la déduction du tarif dépendance, un forfait pour remise en état au décès de la personne, des clauses relatives également au décès. Bon, donc tout ça, ça existe, c'est des faits, ça. C'est des faits, ça existe, ça. Voilà, c'est des faits qui existent, puisqu'ils ont été dénoncés également par la FNAPAEF, qui a sa part à prendre dans ce rapport. Mais je voudrais quand même revenir sur l'essentiel aujourd'hui, et c'est là où je rejoins ce que dit Pascal Chanvert. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que cette enquête soit l'arbre qui cache la forêt. Et l'arbre qui cache la forêt, c'est quoi? Personne ne parle aujourd'hui de la véritable fraude qui existe dans les 100% d'établissements EHPAD qui accueillent des personnes âgées en situation de handicap. C'est quoi cette fraude? Cette fraude, c'est mélanger dans un tarif hôtelier un certain nombre de charges indues qui ne devraient pas s'y trouver et qui alourdissent terriblement le coût d'un établissement alors que la personne ne devrait payer que son hôtellerie. Alors, les charges indues qui alourdissent, eh ben, je peux vous les donner. Les charges indues, c'est la totalité de tout ce qui est l'administratif. Les charges indues, ce sont les intérêts d'emprunt qui plombent majoritairement le coût de l'hébergement. Et toutes ces charges indues ont été dénoncées par Paulette Guinchard il y a de ça une dizaine d'années. Personne n'y prête attention. Donc la plus grande fraude aujourd'hui, elle est effectivement couverte par les gouvernements successifs qui n'ont jamais voulu s'attarder sur ce que nous dénonçons depuis 10 ans, c'est-à-dire sur le coût de la journée hôtelière qui repose sur le dos des résidents et des familles, dans lequel se trouve un certain nombre de charges indues. C'est ça la véritable fraude aujourd'hui. Le problème est posé. Ça n'exclut pas les fraudes repérées par la DGCCRF. Bien évidemment. Le problème est posé, Joël Le Gall. On va aller au standard d'Europe 1 parce qu'on a énormément de témoignages, bien évidemment. On va commencer avec les témoignages de Frédéric. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous avez été directeur commercial de nombreuses maisons de retraite privées. Privé, exactement. Et vous nous avez dit au standard que la direction vous poussait à avoir des pratiques assez limites, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, je parle bien des EHPAD, des EHPAD, des établissements d'hébergement à résidents dépendants, ce qui est différent des résidences-services, parce que les tarifs sont vraiment différents. J'ai été directeur commercial pour plusieurs opérateurs privés qui sont parfois cotés en bourse, et effectivement, il y a eu des abus. Moi, on me demandait des choses qui me mettaient vraiment très mal à l'aise, c'est-à-dire que parfois, quand on a un décès, on nous demandait à partir du moment où la chambre était libérée, tout de suite, dans les 24 heures, de revendre la chambre en sachant que la facturation courait quand même pour le premier résident. C'est-à-dire que la même chambre est facturée 2 fois. Ah oui. Oui. La même chambre est facturée 2 fois, ce qui permet effectivement à ces EHPAD de faire pas mal d'argent. Et comme ils sont libres de pratiquer leurs tarifs, effectivement, parfois, dès qu'on remplace, parce qu'il y a un turnover, il y a des décès, il y a pas mal de clientèle qui change tout au long de l'année, et effectivement, on me demandait de monter les tarifs tout doucement. Mais juste Frédéric, il n'y a pas de contrôle? Alors il y a des contrôles des GCRF qui se font sur les résidences, parfois, mais par contre on est libre d'afficher nos tarifs, c'est-à-dire que s'il y a un nouveau résident qui arrive, il paye le tarif qu'on lui indique. Pascal Chanvert, là on est dans du concret, hein. Là on est dans l'arnaque. Mais attendez, Jean-Marc Morandini, depuis le début, je suis dans du concret. Non, mais là, c'est un exemple. C'est un exemple précis. Quand on facture 2 fois une chambre, c'est de l'arnaque, Frédéric. Depuis le début, nous sommes dans du concret. Depuis le début, nous sommes dans du concret. Attendez, allez-y. Ouais, j'ai compris. Pascal Chanvert. Depuis le début, nous sommes dans du concret. Qu'il y ait dans ma profession 4 à 5% de stupides, de cupides, de gens qui sont hors la loi, c'est assez probable. Nous le dénonçons depuis de nombreuses années et nous demandons la fermeture d'un certain nombre d'établissements ou de services à domicile qui escroquent les personnes âgées. Bien sûr que dans une profession, il peut toujours y avoir des malfaisants. L'exemple que donne cet ancien directeur est manifeste. Il est absolument scandaleux de facturer 2 fois la même chambre. On est tout à fait d'accord. Mais dire qu'il y a 5%... Ça, j'ai bien compris. Votre message, c'est une chose, c'est pas la même chose de dire qu'il y en a 50%. On retourne au standard. Laurent, bonjour. Oui, bonjour Jean-Marc. Alors je voudrais faire juste une petite parenthèse avant de donner mon propos. Quand on voit les réactions de la ministre de la Santé par rapport à une médecin
anesthésiste qui s'est suicidée sur son lieu de travail à Châteauroux à l'hôpital et qu'elle nous déclare « Ah bah oui, mais c'est parce qu'elle avait le mal de son pays alors que ça faisait plus de 6 ans qu'elle était chez nous, on voit le décor. » Bon, pour les maisons de retraite, okay. Pour les maisons de retraite, donc pour savoir, moi j'ai été donc en tant que, si vous voulez, famille de patients qui ont été en maison de retraite. Alors ce qui a été dit, c'est tout à fait vrai, parce que la double facturation, une personne part en fin de matinée, on lui facture la journée, et la personne qui rentre l'après-midi, on lui facture la journée. Donc, vous voyez, ça déjà, c'est pas normal, parce que les EP2 sont multipliés par le nombre de maisons de retraite et d'EHPAD qui existent. Donc ça, c'est lamentable. Quand on dit qu'il y a des permanences de soins infirmiers ou qu'il y a une permanence d'aide-soignante, par exemple, toute la journée et la nuit, ça aussi, c'est de l'embouteillage de mouches. Pourquoi ? Je vais vous donner un exemple. Une dame qui a 92 ans, qui est atteinte de Parkinson, se lève la nuit, elle a eu un moment, un passage, elle était revenue en arrière dans sa vie, très bien, elle sort de sa chambre, elle s'est habillée la nuit, elle sort de sa chambre. Le gardien de la maison de retraite, et je dis bien le gardien, je ne dis pas ni l'infirmier ni l'aide-soignant, lui a dit, mais madame, qu'est-ce que vous faites là ? Vous retournez dans votre chambre, vous vous couchez, ce qui fait que la dame, elle est retournée dans sa chambre, elle a pleuré parce qu'elle pensait aller retrouver son mari, ça c'était le coup de la maladie, d'accord, mais il lui a dit, il n'a pas été voir si elle avait besoin pour se remettre au lit et pour pouvoir se recoucher, il lui a dit, retournez dans votre chambre, point barre. Ouais, parce que c'est des gardiens et c'est pas des infirmiers en fait, c'est ça. Excusez-moi, j'ai l'impression que la nuit, je vais peut-être être sévère dans ce que je dis, j'ai l'impression que dans des établissements comme ça, dans certains établissements, j'ai l'impression que la nuit c'est un chenil. On met un gardien, il donne à boire à manger dans les gamelles, démerdez-vous. Alors Joël Gall, je voudrais que vous réagissiez là-dessus. Est-ce que par exemple il y a un vrai problème dans de nombreuses maisons de retraite la nuit ? Évidemment qu'il y a de nombreux problèmes. Et la raison, elle en est simple. La raison, c'est d'abord que vous êtes dans un établissement médicalisé, c'est pas une maison de retraite, un établissement médicalisé où rentrent des personnes en situation de handicap et de maladie invalidante. Et vous n'avez aucun financement de la part de l'ARS, donc de l'État, qui finance le poste d'une infirmière la nuit. Et c'est ça dont on a besoin. Résultat, quand vous avez un pépin la nuit, où il y a personne pour effectivement rentrer dans la chambre du résident, où il y a une personne qui n'est pas capable d'évaluer la situation, et on transporte ces personnes au service des urgences qui craint un embouteillage et un mal-être pour la personne, il y a effectivement de grosses difficultés. Ce que je voudrais rajouter à tout ça, c'est que un résident aujourd'hui, quand il rentre dans un établissement, on lui donne un livret d'accueil, qui est une superbe vitrine pour l'établissement. Et ce livret d'accueil n'est pas la réalité du terrain. Dans ce livret d'accueil, il faudrait quand même qu'on puisse dire ce qu'on peut accompagner, ce qu'on ne peut pas accompagner. Combien de personnes sont présentes dans cet établissement pour accompagner le soin, pour accompagner le prendre soin? On ne le sait jamais. Et on a une pénurie de soignants et d'aides-soignantes dans les établissements qui font qu'on est dans un accompagnement maltraitant, alors que tous les ans, le coût augmente dans des proportions inacceptables qui reposent sur les épaules du résident et de sa justement, famille. à propos des livrets, à propos des pubs, je voudrais qu'on prenne Evelyne qui nous appelle de Paris. Bonjour Evelyne. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous nous dites très souvent il y a de fausses pubs, on a tiré sur Internet avec de belles photos, mais quand on va sur les lieux, c'est pas la réalité. Voilà, alors ce que je voulais dire, c'est exactement, je ne vais pas être redondante parce que je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Madame Le Gall, et sur les prix exorbitants de journée qui ne correspondent absolument pas dans la pratique aux pauvres petites mobiliers pour les personnes âgées. Alors effectivement, quand on cherche une maison de retraite pour quelqu'un de proche, que l'on aille sur Internet ou que l'on regarde les différents papiers, on voit des parcs absolument magnifiques, des châteaux magnifiques, donc qui attirent effectivement les gens, puisqu'on se dit ça va être fantastique, la personne âgée va pouvoir se promener tranquillement. Or, j'ai fait pas mal de visites de maisons de retraite Paris, alentour de Paris, et je me suis toujours retrouvée avec le même problème, c'est-à-dire qu'in fine, les personnes, une fois qu'elles sont admises dans ces établissements qui apparaissent mirobolantes, ne sortent pas dans les parcs, tout simplement
parce qu'il n'y a pas d'assez de personnel pour leur permettre de se promener, on dit tout seul. On revient toujours au même problème, c'est le problème du personnel. Alors, d'un mot, Pascal Chanvert, là-dessus, ça revient beaucoup. Bien sûr, mais nous le dénonçons, il faut qu'il y ait plus de professionnels dans les maisons de retraite. Et qui peut faire qu'il y ait plus de professionnels dans les maisons de retraite? L'État, donc le ministère de l'économie et des finances, et les conseils généraux. Mais surtout, je voudrais revenir 2 secondes sur ce qu'a dit tout à l'heure Joël Le Gall. Joël Le Gall a raison de dire que c'est l'arbre qui cache la forêt, cette enquête. En fait, Bercy ne veut pas qu'on pose les vraies questions. Et les vraies questions, comme le dit Joël Le Gall, c'est les 100% d'établissements dans lesquels les personnes âgées payent des charges indues. Vous savez que quand vous êtes à l'hôpital ou en clinique privée, vous payez moins de 1% du coût de fonctionnement de l'hôpital ou de la clinique privée. Quand une personne âgée est en maison de retraite, elle paye 60% du coût de la maison de retraite. C'est ça les charges indues dont parle Joël Le Gall. On fait payer aux personnes âgées et leurs familles des coûts astronomiques. Juste 2 chiffres. Le coût moyen d'un mois en maison de retraite, c'est 2 000 €. Le coût moyen de la retraite des Français, c'est 1 000 €. C'est ça qu'il faut changer. Et ça, il faut que Bercy le fasse. Et ça, c'est un vrai problème. On fait une pause, on se retrouve dans un instant. On prendra Guylaine, juste quand on reviendra des pubs qui nous appellent de Boulogne-sur-Mer. Elle a mis ses parents en maison de retraite et il nous dit « J'ai le sentiment qu'ils sont abandonnés ». On parle avec elle dans un instant, il est 10h20. C'est Europe 1, à tout de suite. Europe 1. On retrouve Jean-Marc Morandini pour la suite du buzz du jour avec vos témoignages sur les maisons de retraite. Pour en débattre, Pascal Chanvert qui est avec nous en studio, président de l'association des directeurs au service des personnes âgées, l'ADEPA, et Joël Le Gall qui est en ligne, présidente de la Fédération nationale des associations de personnes âgées et de leurs familles. Et bien sûr, le standard d'Europe 1 3921 avec tous vos appels. Comme promis, on va prendre Guylaine qui nous appelle de Boulogne-sur-Mer. Bonjour Guylaine. Bonjour. Alors moi je voulais... excusez-moi. Allez-y. Voilà, je voulais apporter un témoignage pour mes parents et pour les personnes qui sont là-bas. Mes parents, nous avons été obligés il y a 2 mois de les mettre en maison de retraite parce que maman a eu un AVC il y a quelques années et papa pouvait plus s'en occuper, donc elle est partiellement handicapée. Mmh. C'est lamentable ce qui se passe dans cette maison de retraite. On parque les personnes âgées devant une télé dont une chaîne marche. Les personnes se font pipi dessus parce que c'est la réalité ça. Parce qu'on n'intervient pas. Je précise que mon papa paye quand même 2 400 € de pension et que maman est prise partiellement en charge. Maman ne pouvant pas se lever, elle attend pendant des heures. On n'a pas le choix. Oui, parce que j'allais vous demander, Guylaine, pourquoi vous ne les changez pas de maison de retraite? Alors, pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens. C'est-à-dire qu'il faut payer plus cher pour avoir... Mais attendez, parce que, excusez-moi, mais si je fais le calcul, vous me dites 2400 pour votre papa, votre mère, ça doit être... elle est prise en charge à moitié, donc on va dire 1500. Ça fait quand même quasiment 4000 € par mois? Oui, on peut pas, on n'a pas les moyens. Bah oui. Mais vous savez, c'est pas un hospice, hein, c'est une maison de retraite, ce qu'il y a de normal, hein, c'est une jolie petite maison de retraite avec des jolis petits bureaux. Et quand vous rentrez là-dedans, ils sont parqués comme du bétail, il n'y a pas d'autre mot. Et ils passent leur temps devant une télé. Il y a une occupation 1 fois par semaine. Ils ont une douche 1 fois par semaine. Par contre, pour les élections municipales, là, nous avons vu le directeur, le maire, qui sont venus voir les petits vieux. Parce qu'autrement, vous ne pouvez pas parler à ce directeur. Juste Pascal Chanvert, je voudrais que vous réagissiez quand même, parce que c'est honteux. C'est honteux ce que dit Guylaine. Alors, attendez, pas tous en même temps. Une douche 1 fois par semaine, malheureusement, c'est ce qui se passe dans la majorité des maisons de retraite, parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Ça, c'est clair. Mais c'est honteux. Mais bien sûr que c'est honteux. Mais bien sûr que c'est honteux. C'est bien sûr que c'est honteux. 3 000 € par mois, quoi. Bien sûr que c'est honteux et nous ne cessons de le dénoncer. Deuxième élément, 2 400 €, malheureusement, c'est au-dessus de la moyenne. Donc, ce qui est inacceptable, c'est qu'il n'y ait qu'une seule chaîne de télé, par exemple. Si la télé marche pas, c'est la douche, c'est qu'il se fasse pipi dessus, c'est ça qui est honteux. La douche 1 fois par semaine, malheureusement, c'est comme ça dans tous les établissements. Mais arrêtez de dire c'est comme ça. Vous pouvez pas baisser les bras face à ça et dire c'est comme ça. Mais attendez, reprenez tous les communiqués de la l'ADEPA depuis 20 ans. Vous verrez que nous dénonçons cette situation et nous l'avons beaucoup dénoncé d'ailleurs aux côtés. Mais vous dénoncez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, malheureusement, les pouvoirs publics ne font rien. Je vous rappelle que le président Sarkozy avait dit qu'il ferait une prestation autonomie, il n'a pas pu le faire. Le président Hollande l'a promis et je crains qu'il en fasse une toute petite. Mais quand Guylaine paye 2 400 € par mois pour sa maman, elle peut pas avoir une douche par jour. C'est impossible. C'est malheureusement aujourd'hui dans la situation impossible et je peux vous démontrer pourquoi. Et pour ça, je suis prêt à faire un débat avec le ministre de l'économie et des finances et ce serait extrêmement intéressant qu'on dépouille les moyens qu'ont les maisons de retraite. Je vous rappelle, quand vous passez une journée à l'hôpital, vous payez
très peu, mais l'assurance maladie paye pour vous 15 fois ou 20 fois plus que ce qu'on paye dans une maison de retraite. Joël Le Gall, président de la Fédération nationale des associations. Moi, ce qui me gêne beaucoup dans tout ce que j'entends, c'est qu'on continue à parler de maisons de retraite. Arrêtons. Aujourd'hui, nous parlons d'établissement pour personnes âgées dépendantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui est à la recherche d'un établissement, c'est une personne qui rentre 85 ans d'âge minimum avec une lourde pathologie, ce qui fait que ces établissements sont complètement transformés. Ce sont des EHPAD. Restons là-dessus. Et dans ces EHPAD, effectivement, il faut remettre, comme le dit Pascal, les prestations et les coûts à la hauteur de la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, personne ne veut considérer qu'une personne âgée qui a un handicap doit être accompagnée par un financement qui repose sur la solidarité nationale et qui lui donne la totalité des besoins du panier de services dont elle a besoin. C'est évident parce que quand Guylaine paye 4 000 euros pour ses parents... Je voudrais terminer. Ce qu'il faut, en réalité, déjà, c'est que les gouvernements s'emparent rapidement de la situation et qu'on nous dise pas les EHPAD, on va les traiter à la fin du mandat. Ce qu'il faudrait, c'est un contrat de séjour homogénéisé pour la totalité des établissements. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est dans la marchandisation de la vieillesse. C'est une chose. Marchandisation pour partir au Club Med, c'est formidable. Marchandisation de la vieillesse handicapée, c'est inacceptable. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On a bien compris. Merci Joël Le Gall d'avoir été avec nous, président de la Fédération nationale des associations des personnes âgées et de leurs familles. On reviendra sur ce dossier, parce que franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Pascal Chanvert, merci également d'avoir été avec nous, président de l'association des directeurs au service des personnes âgées.